On va parler à présent de quand même la campagne électorale. C'est dans une semaine, c'est dimanche prochain. La campagne est morne selon certains. Pourtant, il y a eu quelques coups bas, ça et là. C'est aussi la première élection à tirette intégrale. Et je voulais vous montrer, parce qu'à l'occasion de cela, le Conseil des femmes a décidé de mettre en avant le manque des femmes dans les exécutifs. Et ils ont fait un petit spot, on va le regarder. Alors on se met en place, s'il vous plaît. Ok, gardez la pause. Et à Bruxelles, Nadia Geerts, il y a 2 bourgmestres femmes sur 19. Il y en aura peut-être plus en janvier 2019, on verra. Mais ça reste un problème. Là, il y a un plafond de verre au niveau politique. La tirette n'a pas encore arrangé les choses. Alors je vais sans doute produire un discours un peu à contre-courant, mais moi, par rapport à toutes ces questions-là, je me demande toujours, d'abord, si on est bien certain que le fait qu'il n'y ait pas plus de femmes bourgmestres est dû au fait que nous ne voulons pas de femmes bourgmestres. Ça, c'est vraiment pour moi la question essentielle, parce que je crois que derrière tous ces discours sur la représentation des femmes en politique ou ailleurs d'ailleurs, il y a le sous-entendu que s'il n'y a pas plus de femmes, c'est parce que les femmes sont discriminées. Or, je crois que les choses sont un peu plus complexes que ça. Je pense que souvent, les femmes elles-mêmes placent au-dessus de leur tête un plafond de verre. Les femmes elles-mêmes décident qu'elles ne vont pas aller plus loin, faire le pas de plus, s'engager dans un doctorat, s'engager dans un boulot prenant, parce qu'elles estiment plus que les hommes qu'elles doivent être présentes pour leurs enfants, qu'elles doivent continuer à faire tourner le foyer, elles ont d'autres priorités, etc. vous voulez dire. C'est pas d'autres priorités, c'est un sens du devoir, une hiérarchisation de ce qu'elles s'estiment avoir le droit de prioriser dans leur vie, où la réalisation personnelle, trop souvent, vient après tout le reste. Et donc, je pense que plutôt que d'introduire des politiques contraignantes de quotas, ce qu'il faut vraiment travailler, c'est l'éducation. Il faut éduquer les gamines dès leur plus jeune âge, leur dire « vas-y, fonce, t'as envie, fais-le ». Fais-le. Il n'y a rien qui te contraint à être une mère avant tout, une femme avant tout, avec toute sa cohorte de... Mais s'il n'y a pas beaucoup de modèles féminins, c'est peut-être difficile. Alors ça, effectivement, c'est l'argument. C'est l'argument de ceux qui sont favorables aux politiques de quotas de manière transitoire. Et j'entends l'argument. Moi, je reste circonspecte parce que j'ai très peur de tous les effets pervers de ce type de politique. J'ai très peur des discours qui sous-tendraient l'idée qu'une femme est là, non pas parce qu'elle est compétente, mais parce qu'on avait besoin de femmes. Je trouve que ce serait une régression terrible si on en arrivait à ce que ce genre de discours soit produit et soit fondé. Et ça peut arriver. Je raconte toujours avec beaucoup d'amusement et d'horreur en même temps l'anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années où j'étais à Namur, je buvais un café tranquillement en pleine période électorale et j'ai été abordée par un monsieur qui m'a demandé tout de go si je n'avais pas envie d'être présente sur les listes électorales de son parti, qui plus est était le CDH, donc je crois que ça prouve à quel point il me connaissait mal. Donc je n'étais ni namuroise ni CDH, je crois que ce n'était un scoop pour personne, je n'ai pas changé. Et donc voilà, donc je pense que le véritable combat pour l'égalité ne passe pas pour moi par la mise en évidence de ce qu'une femme peut apporter en tant que femme, mais passe par le fait d'éduquer tout le monde au fait que ce soit un homme ou une femme, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, ce sont les compétences. Ce qui compte, ce sont les capacités. Alors peut-être qu'il faut en passer par des politiques plus contraignantes, parce que dans certains secteurs, les mentalités sont encore trop conservatrices, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut rester vigilant aux effets pervers que ça risque de produire. Salma Awash. Alors, en théorie, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on est sur les, voilà, sur les compétences, voilà, sur les compétences égales, ça serait génial qu'on regarde que ça et tout. Il se trouve que dans mon vécu, j'ai 2 tares qui sont des opportunités. On parle d'empowerment. Je suis une femme et je suis d'origine étrangère. Donc, je cumule un petit peu des complications, malgré le fait que, normalement, quand on est une femme, on n'est pas de la diversité, puisqu'on est 50%, mais ça continue à être considéré quand même pour la diversité. Enfin bon, voilà. Et donc, je rejoins dans le mindset de votre discours, mais en même temps, dans l'application, je trouve qu'on est face à des grosses incohérences. D'abord, pourquoi est-ce qu'on compare systématiquement comme une dualité le personnel et le professionnel, la réalisation? Donc,
est-ce qu'on est obligé de comparer le fait de, oui, tu peux très bien être maman et réussir dans la vie. Mais ce n'est pas une dualité, ce ne sont pas des choses qu'on oppose les unes aux autres. Donc là, déjà, il y a un souci, c'est qu'on doit le déconnecter totalement de la condition de mère, au même titre qu'on ne parle pas forcément de patriarcat, mais de viriarcat. Et donc, de la même manière que si on déconnectait la condition de femme à sa condition de mère, parce qu'il y a quand même plein de papas aussi, pour lesquels on ne se pose pas la question. C'est quoi le viriarcat? Viriarcat, c'est le fait de dire, alors ça a été mis en place par une philosophe qui s'appelle Olivia Gazalet, qui expliquait que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas le fait de patriarcat, mais c'est le viriarcat, et qui emprisonne lui-même, donc qui vient de la virilité, qui emprisonne lui-même pas mal d'hommes. Okay. Et des hommes sont emprisonnés aussi dans cette vision du viriarcat. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que je rejoins l'idée du plafond de verre qu'on s'impose à nous-mêmes. On peut parfois nous proposer à des femmes certains postes. Et la première question qu'on va se poser, systématiquement, sans vouloir faire dans le cliché, suis-je légitime? Et c'est la première question que je me pose en permanence et où je me sabote toute seule. Donc je rejoins l'idée de l'éducation, mais néanmoins, je pense que les quotas seront obligatoires. Pourquoi est-ce que nous, en tant que femmes, on ne vote pas systématiquement pour les femmes? On pourrait déjà se dire, mais on ne le fait pas. Mais moi, je ne pas systématiquement par les femmes, parce que je trouve qu'il y a des femmes qui sont moins compétentes que certains hommes. Voilà. Et donc, je préfère voter pour quelqu'un de compétent. Et pour moi, le fait de savoir ce qu'il a entre les jambes, ça vient très bas dans les critères qui font que je vote pour quelqu'un. Et on est paradoxal, nous-mêmes, je suis d'accord avec vous. Moi je ne suis pas paradoxale, puisque je ne veux pas de quotas. Je suis très cohérente. Oui, mais en même temps, on se plaint quand même qu'il n'y ait pas assez de femmes. Alors qu'on n'a que 235 femmes qui sont en tête de liste, même si on est à 48% de représentativité sur les listes. Je trouve que c'est paradoxal. Alors, Bono Coleman. Mais je partage l'avis de Nadia. Je pense que vouloir faire de la discrimination positive n'est peut-être pas une bonne chose. Mais j'ai deux réflexions néanmoins. La première, c'est que j'ai l'intuition profonde que s'il y avait plus de femmes, tant dans les entreprises que dans la fonction publique, les choses iraient mieux parce qu'il y a, je pense, naturellement moins de violence et plus d'intuition positive dans une gestion féminine que masculine. C'est pas sexiste, alors, ça? Non, j'ai pas fini. Alors, justement, j'assume mes propos après avoir donné raison à Nadia. Empiriquement, je trouve que c'est plus harmonieux de travailler dans un milieu qui est équilibré en termes de genre et que ça apporte beaucoup de richesse dans le dialogue, dans la façon de gérer les choses. Je le vis dans l'entreprise. Voilà. Et j'assume mes propos parce que c'est... en termes de genre, en termes de diversité... En termes de diversité, à tous égards. Oui. Je pense qu'il y a le monde de la décision est souvent trop masculin et violent. Et que la violence est épuisante plutôt que créatrice de prospérité, d'harmonie, de solidarité. Et puis voilà, donc j'assume mes propos. La deuxième chose, c'est que il y a une personne, vous avez parlé de la région bruxelloise, qui m'a vraiment impressionné, c'est Françoise Ketmans. Je sais que je la connais depuis l'université, mais elle a fait un travail quand même extraordinaire dans des conditions très difficiles. Et elle a tenu bon avec un message humaniste, d'harmonie, d'ouverture. Ça mérite d'être souligné quand même, parce que c'est elle qui a eu sans doute le métier de bourgmestre le plus difficile des 19 communes, avec peut-être le bourgmestre de Bruxelles qui a dû aussi lui gérer des choses un peu compliquées, mais enfin, elle a été sur le pont. Ça lui a moins réussi. Hein. Ah non, ça lui a moins réussi. Je parle du Sud, mais non, voilà, donc ça mérite d'être souligné parce qu'au niveau international, cette femme est reconnue, peut-être parfois plus qu'en Belgique. Gabriel Lefebvre, vous vouliez ajouter votre grain de sel dans cette discussion? Je suis relativement d'accord sur le plafond de verre et je suis absolument d'accord avec la nécessité d'éduquer les enfants dans cette mixité, dans cette capacité, rendre confiance aux femmes. Elles en sont parfaitement capables, elles y arriveront, mais pour ça, il faut peut-être booster un petit peu les profs et booster les mamans, parce que souvent, elles sont... Et les papas, arrêtons de rendre les mères responsables de l'éducation des enfants. De donner psychologiquement confiance à leurs filles. Je se rends compte que l'histoire et la géographie montrent que là où il y a des incitants et de la discrimination positive, il est là pour durer. Parce que si la société ne change pas, les États-Unis installent la discrimination positive en termes d'université depuis les années 60, ils n'en sont pas revenus. Parce que si dans le fond la société n'évolue pas, dans l'éducation, mais plus que ça, dans la réalité, le vécu de la société ne change pas, et bien alors les quotas sont là pour durer et ils seront là pour l'éternité.